Merci à l'équipe. Voilà, merci à l'équipe du CRIAS de Montpellier de m'avoir invité à cette journée sur la perversion. C'est un peu un retour pour moi à quelque chose sur lequel j'avais travaillé quand j'étais étudiant, puisque quand j'avais fait mon DESS en matière de psychologie, j'avais fait mon mémoire de fin d'année sur la perversion. Et donc c'est un peu, on a un retour aux choses pour moi. Alors oui, donc je suis psychologue au SMPR de Poitiers-Livourne, donc le SMPR c'est des unités de psychiatrie qui sont implantées dans les établissements pénitentiaires. Il y en a une vingtaine en France, ces unités. Je suis dans cette unité depuis 18 ans et je suis par ailleurs membre de l'association pour la recherche et le traitement des auteurs d'agressions sexuelles, une association bien connue qui s'appelle l'ARTAS, une association fondée par Claude Ballier, bien connue, qui s'occupe des auteurs de violences sexuelles, des violences sexuelles en général. Alors, donc on m'a demandé d'intervenir sur cette thématique de la journée. Alors j'ai intitulé ça pédophilie et fétichisme, vous allez vite comprendre pourquoi. Réflexion à partir de l'homme aux poupées. En fait, mon propos va essentiellement être un propos clinique, puisque je vais vous présenter longuement, de façon un peu détaillée, la situation d'un patient que j'ai suivi il y a quelques années, qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Livourne. Alors, en guise d'introduction. Alors, pédophilie et fétichisme constituent dans les classifications psychanalytiques des perversions qu'on nomme perversion d'objet. Alors, objet dans le sens objet de la pulsion, objet des investissements psychiques, dans la mesure où il existe une fixation à tel ou tel objet. Alors, ça peut être une fixation à un objet humain, comme un enfant, une personne âgée, ou une fixation à un objet non humain, comme une chaussure, un sous-vêtement, par exemple, ou encore un animal, comme dans la zoophilie. On parle encore de perversion d'objet quand la fixation s'opère sur une partie de l'objet. Par exemple, une partie du corps. On parle alors d'objet partiel en référence à l'objet dit total. Ce sont des références psychanalytiques. Alors l'objet total, lui, il est pris dans sa globalité, dans son entièreté psychique et physique. Son autonomie est respectée par le sujet, à condition bien sûr qu'il y ait une suffisante différenciation entre soi et l'autre qui est respecté pour ce qu'il est dans sa différence. La différence entre l'objet partiel et l'objet total est donc aussi une question de niveau de différenciation entre soi et l'autre. Quand je parle de l'objet, je parle de l'objet en une personne. L'objet étant une personne. Cette fixation se fait au détriment d'un objet dit normal, c'est-à-dire un partenaire sexuel adulte, en référence aux us et coutumes, aux normes d'une société donnée. Ça a été décrit ce matin. On parle de perversion aussi qu'en référence à des normes. On a longtemps parlé de l'homosexualité ce matin, et on a bien vu que l'homosexualité ce matin, comment elle a pu longtemps être considérée comme une perversion, que ce soit par la société ou que ce soit par les psychiatres, et que, fort heureusement, on a abandonné depuis longtemps l'idée que l'homosexualité est toujours une perversion. Alors bien sûr, on retrouve chez certains une exclusivité ou non de ces pratiques dites perverses. Ainsi, tel pédophile sera caractérisé comme un pédophile dit exclusif, avec une recherche de partenaire sexuel uniquement chez l'enfant, ou non exclusif, combinant sexualité perverse et sexualité dite normale, avec un partenaire adulte consentant. La recherche d'un plaisir pris avec un partenaire enfant, ou un objet inanimé, donc ça sera le fétiche, constituent donc des perversions d'objets, dont l'une, la pédophilie, est de plus interdite par la loi, autant que hautement condamnée par la morale, suscitant dégoût et colère, tandis que l'autre, plus anecdotique, plus discrète, amuse, prête à sourire plus qu'à autre chose. Certains auteurs, comme Claude Ballier, évoquent à propos de la pédophilie une fétichisation de l'enfant victime, c'est-à-dire un traitement de l'enfant comme si ce dernier constituait un fétiche pour le pédophile. L'enfant est traité en ustensile, en condition, en moyen d'accès à la jouissance, bref, en objet, au sens d'un objet inanimé, en chose, on dit qu'il est chosifié, et non pas en tant que sujet. Dans son discours, le pédophile prétend le contraire. Il cherche à nous démontrer à quel point il a pris en compte le désir supposé de la victime, sa recherche supposée de plaisir, sa demande de contact sexuel en attente,
et auxquelles il n'aurait fait parfois que répondre à défaut d'initié. La pédophilie est alors conçue comme une forme d'auto-érotisme fondée, je vous cite, sur une activité visant à obtenir du plaisir, soit avec l'aide exclusive de son propre corps, soit avec l'aide d'une matière extérieure, cette matière pouvant être une chose ou un corps vivant, mais celui-ci ravalé au niveau d'ustensiles, de machines actionnées par le sujet, et donc de quasi-choses. C'est une citation d'un vieux psychanalyste qui s'appelle Bach, de 1983. Nous sommes dans le champ de la désubjectivation, Ballier parle de ça, de la déshumanisation de l'autre, ça c'est Robert Stoller, on en a parlé ce matin avec le docteur Coutenceau, un psychiatre américain bien connu, ou du déni d'altérité, là je cite le docteur Coutenceau lui-même. Alors, deuxième partie, Simon et ses poupées. Simon. Je rencontre en détention, à la demande de sa psychiatre, Simon, la trentaine. C'est un homme de petite taille, assez mal à l'aise dans la relation, discret, sortant peu de cellules, pour ne pas se confronter aux autres détenus. Assez décalé, mystérieux, étrange, il est passionné par des projets et des plans d'invention. Il imagine une statuette en lévitation grâce à un mécanisme magnétique, de suspension magnétique. Il imagine une table basse qui reposerait sur un système hydraulique. Il me parle de l'invention d'un procédé hydraulique de circulation d'eau dans une sorte de mouvement perpétuel. Il insiste sur sa recherche de systèmes autonomes dans leur fonctionnement, des sortes de systèmes auto-alimentés. Il me montre ses plans sur un cahier, et je suis surpris de constater l'écart entre le dessin, que je trouve très simpliste, un dessin que pourra faire un enfant, et puis la réalisation qu'il projette d'en faire. Il occupe un emploi salarié comme artisan, il installe des cheminées, des poêles exactement. Avant son incarcération, et à ma connaissance, il n'a aucune compétence particulière en ingénierie. Il vit seul, il aime se promener dans la forêt, il fait beaucoup de vélo, il fait des dizaines de kilomètres en vélo, il va embaucher en vélo d'ailleurs, il est capable de faire des grandes distances en vélo pour aller embaucher, il n'a pas de véhicule. Je dis qu'il aime se promener en forêt, il se nourrit avec ce qu'il trouve dans la forêt, il n'a quasiment pas de relations sociales, il ne partage pas sa passion d'aventure avec les autres. Il est condamné à plusieurs années pour des agressions sexuelles sur une fillette de moins de 10 ans de son voisinage, ainsi que pour corruption de mineurs et téléchargement d'images pédopornographiques. Il nie ces faits et considère que ses voisins ont voulu se débarrasser de lui après avoir découvert ses antécédents judiciaires. Alors il a également 2 autres incarcérations, une première pour agression sexuelle sur sa nièce de 8 ans, la seconde, quelques années plus tard, il a à peu près 30 ans, pour agression sexuelle sur une fillette de 3 ans qu'il a rencontrée dans le camping où à l'époque il vit. Il vit dans une sorte de petit mobil-home, dans un camping à l'année, il vit comme ça. Il est donc en double récidive, 3 ans après sa dernière sortie de détention. Il est également placé sous curatelle, il a des difficultés de gestion financière de son budget, il reconnaît ses difficultés, il comprend pourquoi il est placé sous curatelle. Alors sur le plan sexuel, il est célibataire sans enfant, il n'a jamais vécu en couple, il est apeuré à l'idée de rencontrer et séduire une femme adulte de son âge, même s'il prétend avoir eu des relations sexuelles sans suite avec certaines. Sa plus longue relation, je lui demande à un moment donné, je lui dis mais vous dites que vous avez vécu avec des femmes, etc., vous avez eu des aventures, et je lui dis combien de temps a duré votre relation la plus longue, et là je suis un peu surpris, il me dit 2 mois. Voilà. Donc sa relation la plus longue avec une femme, c'est 2 mois. Il exprime sa peur du refus, alors je le cite, il exprime sa peur du refus par une femme. Le refus constitue, dit-il, le sommet de ses peurs. La peur du refus coupe les possibilités, dit-il encore, en référence à sa puissance sexuelle. Il craint également, en transformant une relation amicale en relation amoureuse, tout simplement de perdre l'autre si la relation amoureuse venait à disparaître. À noter un amour idéalisé d'adolescence avec une jeune fille morte tragiquement dans un accident et dont il dit ne s'être jamais remis. C'est avec elle qu'il a eu sa première relation sexuelle.
Après sa mort, il se décrit perdu, c'est ses mots. Il se renferme pendant plusieurs années, jusqu'à ce que sa sœur, une de ses sœurs, lui présente des filles de son âge. Il a à peu près 25 ans. Donc il vit replié, il ne sort pas, il fréquente personne. Et ses sœurs viennent vers lui, il dit quand même, il faut que tu sortes, viens, je vais te présenter des copines à moi, on va sortir en boîte, etc. Et il se remet à fréquenter quelques jeunes femmes qui lui sont présentées donc par sa sœur. Un peu plus tard, il tombe secrètement amoureux d'une jeune femme lors d'une formation, mais par timidité, n'ose pas lui avouer ses sentiments. Plus tard, il cherche à la recontacter, il va sur les réseaux sociaux, il retrouve sa trace, il prend contact avec elle, je crois qu'il se voit, mais il découvre qu'elle est mariée, et c'est une grande désillusion. Il me dit un gros coup, dit-il en évoquant la femme de sa vie. Femme de sa vie, vous avez compris, qu'il connaît à peine, puisqu'il l'a vue quelques semaines en formation, et donc c'était la femme de sa vie. La poupée. C'est après plusieurs mois de prise en charge, et à l'occasion d'une fouille de cellules, alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le milieu carcéral, vous savez que les détenus vivent dans des cellules, bien sûr, et que régulièrement l'administration pénitentiaire procède à des fouilles de cellules. On fouille de cellules parce qu'on veut y trouver des téléphones portables clandestins, on veut y trouver des armes qui peuvent être fabriquées par les détenus, on veut y trouver bien sûr des stupéfiants, parfois de l'alcool, tout un tas d'objets illicites qui circulent en détention. Donc il est assez fréquent que l'administration pénitentiaire procède à des fouilles, soit des fouilles aléatoires, soit des fouilles très ciblées sur certains détenus. Lui, il a probablement fait l'objet d'une fouille aléatoire, il n'a aucune prédisposition à faire l'objet d'une fouille particulière. Donc il y a une fouille de cellules, et à l'occasion de cette fouille de cellules, la poupée est découverte par les surveillants qui nous interpellent en même temps qu'ils effectuent un signalement au procureur de la République. Alors Simon s'est en effet fabriqué une poupée d'environ 1 mètre de haut, avec des tissus qu'il a déchirés, un pull en laine qu'il a détricoté pour faire les cheveux. Il a cousu, il a rembourré, et il a ainsi donné forme et épaisseur à l'objet créé de toutes pièces. La poupée a donc une tête, avec des yeux bleus, une bouche, donc un orifice au niveau de la bouche, des cheveux noirs, un corps doté de 2 orifices sexuels, je vais les appeler comme ça, un avant et un arrière, des bras et des jambes assez longues, un début de poitrine, et elle s'appelle Kelly. Je vais vous montrer les photos. Il y a un code. Ouais. Donc voilà Kelly. La poupée Kelly. C'est pas la poupée de Chucky, c'est la poupée Kelly. Alors les photos sont de très mauvaise qualité, c'est les photos qui ont été prises par l'administration pénitentiaire. Ils nous ont transmis ces photos, ils ont transmis ça au service au SNPR, en même temps que le signalement. On nous a regardé ce qu'on a trouvé dans la cellule de Simon. Quand même, on est très inquiet, il faudra absolument le rencontrer. Voilà. Alors, elle fait 1 m 20 la poupée, donc elle est grande, oui, elle est grande, c'est une grande poupée, elle fait 1 m 20. Vous voyez, alors vous voyez pas, peut-être sur l'autre photo, je vais vous montrer l'autre photo, mais regardez, ce qui est intéressant déjà sur cette photo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, alors qu'on ne voit pas très bien malheureusement au vu de la qualité, mais ce sont les fentes au niveau des orifices. Donc, vous voyez la fente avant au niveau de l'orifice sexuel, et vous avez la même chose, mais c'est pas très net sur la photo, au niveau de la bouche. Donc elle a les yeux bleus, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la couleur des yeux, en fait, les yeux sont bleus, bleu marine, mais ils sont bleus. Les cheveux sont noirs, à ma connaissance, ça a été détricoté, c'est noir, et le corps est blanc, et sale. Je vous en parlerai un petit peu. Je vais vous montrer les autres photos. Ouais, la deux. Voilà. Là, sur cette photo-là, on voit mieux les détails. Vous voyez mieux les détails. Un petit peu du visage, on voit un petit peu de forme de nez aussi, vous voyez un petit rembourrage au niveau du nez. Et alors, ça se voit pas trop sur l'image, je le dirai un petit peu après, mais il y a également un début de poitrine. Alors, on ne peut pas le voir à l'image, mais en fait, on l'a vu dans le courrier que nous ont adressé les surveillants dans le signalement, il y a un début de poitrine qui a été formé sur cette poupée. Par contre, là, vous voyez bien l'orifice sexuel, la fente sexuelle ici. Alors, sur la dernière photo, celle-là.
Ouais. Alors là, ça c'est la photo vue de dos. Vue de dos, parce qu'on voit que les cheveux, hein, vous voyez, les cheveux recouvrent, c'est les cheveux arrière, hein, les cheveux recouvrent le reste du corps, donc là c'est la poupée retournée vue de dos, et on voit également, vous voyez, le trait noir, hein, qui représente donc un orifice arrière. Je vais peut-être revenir là pour un côté plus abaissé. Alors je laisse la photo, sauf si vous avez peur. Si vous avez peur, j'enlève. Ça va peut-être vous déconcentrer, vous allez arrêter de m'écouter, vous allez être fasciné par la photo. C'est le risque, hein, c'est le risque. Alors, reprenons sur cette poupée Kelly, sur Kelly. Alors, donc Kelly, je vous ai dit, cette poupée, il la cache, hein, elle est cachée bien sûr, hein, personne ne sait qu'il a cette poupée. Il cache cette poupée dans sa cellule, il dort avec elle la nuit. Elle est retrouvée sale et malodorante, et Simon confirmera son usage sexuel, mais pas exclusivement comme on va le voir dans l'exposé. Alors il se montre au moment de la découverte de la poupée extrêmement angoissé, il est paniqué, il est en panique. La poupée est découverte, elle est confisquée, les surveillants sortent de la cellule avec la poupée à la main, ils ont trouvé évidemment l'affaire du siècle, ils circulent dans l'aile du bâtiment avec la poupée dans la main, évidemment il y a des détenus qui se promènent dans les coursives et qui voient le surveillant avec cet objet un peu bizarre dans la main, évidemment ça suscite, vous l'imaginez, énormément de réactions, et puis comme toujours en prison, la rumeur fait le reste, hein, et évidemment très très vite, ça fait le tour de la détention, il y a un type qui a une poupée dans sa cellule, qu'est-ce que c'est que ça? Il nous en parle, alors Simon, on le reçoit très vite, hein, dès le signalement, on le reçoit très vite avec la collègue psychiatre, il nous en parle tout de suite, il est complètement paniqué, il a très peur des conséquences judiciaires et disciplinaires. L'administration pénitentiaire se montre très inquiète, elle transmet l'information au procureur, je vous l'ai dit. Il va d'ailleurs lui-même écrire un courrier au juge d'application des peines, un long courrier par lequel il explique l'usage qu'il fait de cette poupée. Et il va recevoir en retour un courrier du procureur, hein, qu'on a également en copie dans le dossier, que j'ai relu avant de préparer cette intervention. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'occasion de la découverte de cette poupée, hein, de Kelly dans sa cellule, ça donne l'occasion au patient d'évoquer son rapport aux poupées, car si poupée il y a en détention, son univers extérieur est peuplé de poupées. Simon a fait l'acquisition, après sa deuxième incarcération, de plusieurs poupées, onéreuses, de grande taille, avec des corps d'enfants pour certaines, d'adultes pour d'autres, avec de la poitrine, dit-il. Après avoir commencé par des poupées gonflables type sex shop. Alors je lui demande comment lui est venue l'idée, il me dit un jour il regarde un reportage à la télé sur les poupées sexuelles, les poupées gonflables, et ça lui donne l'idée de se procurer, de s'acheter sa première poupée gonflable, et c'est ce qu'il va faire. Mais avant de s'acheter cette poupée sexuelle, cette poupée gonflable, la première, ce n'est pas la première, vous verrez, ce n'est pas la première. Il avait précédemment commencé une collection de poupées miniatures de petite taille, puis des poupées en porcelaine à visée décorative dans son logement. Il reconnaît l'usage sexuel qu'il en fait, mais il aborde d'autres aspects. Chaque poupée a une identité propre, un prénom féminin référencé au manga pour 4 d'entre elles. Elles s'appellent Izumi, Itsuki, Yoki, Nanami, Sarah et Nika. C'est le nom de ces poupées. Celles qui sont chez lui, hein, à son domicile. On est bien d'accord, je parle des poupées qu'il avait à son domicile. Il dialogue avec elles, comme des camarades imaginaires, il invente des histoires, tout comme il le faisait enfant avec sa première poupée, lors des jeux au sein de la fratrie. 2 poupées sont exclusivement dédiées à un usage sexuel, et Simon les identifie à des femmes. Tandis que les 4 autres, identifiés à des enfants, servent au dialogue imaginaire autour de ses préoccupations du moment, qui sont de l'ordre des questions autour de la nature, des questions autour du médical et des questions autour du travail. C'est ce qu'il me dit. La première poupée, puisque finalement il y a une première poupée, alors la première poupée, elle date de l'enfance, qu'il a probablement autour de 4-5 ans, hein, il m'explique ça, elle s'appelait Sarah, cette première poupée, il l'avait appelée Sarah, et c'était en référence à un dessin animé qui passait à l'époque, qui s'appelait Princesse Sarah, hein, il y en a peut-être qui ont connu ça, donc c'était en référence à ce dessin animé. Et cette première poupée, la toute première, hein, celle quand il était petit, elle servait manifestement à cette époque-là à compenser un sentiment de solitude et de rejet. Ce rejet est vécu au sein de la fratrie, alors il a 2 sœurs et un frère, 2 sœurs dont une jumelle. Donc ce rejet est vécu au sein de la fratrie et au sein de l'école,
où il se sent également mis à part par ses camarades, tout comme par une enseignante qui l'aurait prise en grippe et enfermée dans un placard. Il raconte ça, il raconte un récit. Récit qui a été confirmé par sa mère. À un moment donné, il voit sa mère un petit peu, il a quelques échanges avec sa mère, et puis effectivement, à un moment donné, il a posé la question à sa mère va lui envoyer un courrier, et il me montre le courrier que lui a écrit sa maman, et effectivement, sur le courrier, sa maman relate que Simon, quand il était petit, aurait fait l'objet d'une forme de, je sais pas quoi, de harcèlement de la part d'une enseignante, et qu'il l'aurait beaucoup traumatisé, beaucoup mis en difficulté. Alors, la poupée, revenons à la poupée. La poupée combine les qualités du fétiche. Pourquoi? Elle est prise dans le réel externe. Elle est constamment disponible et manipulable. Elle peut être l'objet de collection. Donc Simon en a 6, plus celle de la détention, mais à l'extérieur il en a 6. Elle est une condition à sa vie sexuelle à l'époque, limitée aux masturbations en présence des poupées. À noter qu'il ne peut pas pénétrer ses poupées comme il l'a fait avec les premières poupées gonflables. C'est ce qu'il va m'expliquer. Les premières poupées gonflables, elles ont des orifices et on peut les pénétrer. Les poupées qu'il a achetées par la suite, les 6 poupées qu'il a achetées par la suite, elles n'ont pas d'orifices. Ce ne sont pas des poupées sexuelles, elles ne sont pas faites pour ça. Et donc il n'y a évidemment pas de pénétration sur les poupées et donc il reste la masturbation. Donc je dis ces poupées combinent les qualités du fétiche, mais cette poupée, elle est aussi animée, comme vous l'avez vu, elle est support de projection imaginaire. Et c'est un objet qui devient presque vivant. Je vais expliquer les identités qu'il attribue à ses poupées, le monde imaginaire, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà ce qu'en dit Simon. Elles permettent de rompre un isolement social et affectif. Alors je le cite. Pour parler de tout et de rien, comme une simple copine. Pour offrir des sentiments. Pour remplir le vide. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il motive la fabrication de sa poupée en cellule, se sentant particulièrement seul et désœuvré. Il aime les câliner, les caresser, ça c'est ce qu'il dit, ressentir leur contact contre lui, il les aime collantes, c'est lui qui le dit également. Il leur offre de la sécurité, il les protège, mais en retour se sent apaisé dans les moments de colère ou de frustration. Par exemple, il prend une poupée entre ses jambes quand il joue à la console de jeu pour éviter de casser la manette. Il m'explique qu'il joue... Moi, je ne suis pas joueur, mais je sais que les joueurs sont très dans leur jeu. Et des fois, quand il est énervé, qu'il n'y arrive pas, qu'il perd, etc., ça lui arrive de casser, de colère, de frustration et de rage. Il casse ses manettes de jeu. Il en a cassé plusieurs. Et il s'est rendu compte que quand il prenait les poupées à côté de lui, il mettait les poupées contre lui, eh bien, ça lui permettait d'éviter de casser les manettes de la console de jeu. Les poupées peuvent aussi prodiguer des conseils à Simon, voire lui rappeler l'interdit quand il est en proie à des envies pédophiles. En ce qui concerne la dernière, celle qui est fabriquée en cellule, il l'identifie à sa mère, son père, ses sœurs, son frère et ses psychothérapeutes, c'est-à-dire moi-même et la psychiatre. Enfin, alors je cite, quand l'envie sexuelle est trop forte, ça c'est lui qui le dit, quand l'envie sexuelle est trop forte, elles lui permettent d'assouvir ses pulsions, c'est lui qui le dit, de passer ses envies, c'est lui qui le dit, sans limite ni interdit. Elle constitue pour lui, je le cite, un bouclier, une protection, une sécurité à 50%, vous noterez 50%, contre la tentation pédophile à l'extérieur. Dès que je ressors, je reprends une poupée, dit-il pour se rassurer quand il évoque sa fin de peine. Et c'est effectivement ce qu'il va faire, qui est toujours suivi par nos services, par notre CMP judiciaire sur l'extérieur. C'est une de mes collègues psychologues qui le suit. Et effectivement, dès qu'il est sorti de détention, il sait immédiatement racheter des poupées, procurer de nouveau des poupées. Donc il continue à vivre avec ses poupées. Avec ça ou ses poupées, je ne sais pas exactement combien il en a. Alors ces poupées, toujours dans son idée, elles seraient pour lui une sorte de dérivation qui permettrait le passage entre les fillettes qui l'attirent, mais qu'il s'est interdites, et les femmes adultes qu'il redoute, mais qu'il sait autoriser. Passons maintenant aux fillettes. On va parler de Simon et ses poupées, on va parler maintenant de Simon et les fillettes. Simon et les fillettes. Alors Simon reconnaît son attirance pour les fillettes, qu'il dit non exclusive. L'âge idéal des filles qu'il attire se situe entre 12 et 15 ans, alors que ses victimes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont entre 3 à 8 ans. Je lui fais remarquer cette différence. Je dis, c'est un peu étonnant, vous me dites, vous préférez les filles entre 12 et 15, mais finalement, toutes vos victimes, elles ont moins de 10 ans. Et Simon me dit, oui, c'est vrai, mais c'est quand même plus facile de convaincre une enfant très jeune qu'une adolescente.
Parce qu'il sait qu'avec une adolescente, elle pourra lui opposer un refus. Donc il a bien perçu effectivement qu'il y avait un intérêt à côtoyer des plus jeunes plutôt que des adolescents. Alors il procède par séduction, essentiellement, avec ses victimes. Par exemple, il regarde avec elle les dessins animés, voilà, il rentre en relation avec elle, il rentre dans son monde d'enfant, dans le monde d'enfant des fillettes, et il s'y prend de cette façon-là. Alors aux fillettes, il me dit il préfère donner des câlins, des caresses, de l'affection et du plaisir sexuel plutôt que de recevoir ces mêmes choses. Alors il demande parfois des masturbations, mais sans réussir à accéder au plaisir. Il choisit en général la position active, donc bien évidemment liée au contrôle de l'objet, mettant l'enfant en position passive de recevoir, d'obéir. On imagine cependant le besoin en miroir de recevoir à l'identique, après identification simultanée à celui qui donne, donc celui qui est actif, et celui qui reçoit, celui qui est passif, occupant alors toutes les places dans la relation dont il a le contrôle exclusif, tout comme avec les poupées. Simon se dit sensible au bien-être des victimes. Il ne veut surtout pas leur faire du mal, physiquement. Il veut, autant que possible, rechercher leur accord pour les contacts sexuels. Il évite la pénétration, qui pourtant l'excite, conscient que cela pourrait faire du mal physiquement à l'enfant. Il évoque à plusieurs reprises des fantasmes de viol, avec contrainte physique et de violence, comme il en a vu dans des vidéos pornographiques, tout en expliquant qu'il serait incapable de se comporter avec une telle violence. Il peut cependant, bien qu'exceptionnellement, faire preuve de violence lui-même, par exemple lors de situations de frustration où il s'en est pris à ses animaux. Alors il va me dire qu'il a tué son hamster. Il avait un hamster, il l'a tué, dans un mouvement de colère. Et un jour, il était énervé contre son chat. Je ne sais pas, le chat avait peut-être ruiné dans l'appartement ou fait ses griffes, je ne sais pas où. Et il a donné un coup de poing dans la tête du chat. Et il a fait saigner, le chat saignait du nez, m'a-t-il dit après. Il m'a dit, il était tout groggy, il saignait. Et là, il prend conscience quand même à un moment donné, il dit quand même, j'ai dû taper un peu fort sur le chat. Il se convainc de la demande sexuelle des victimes et surtout de leur plaisir pris lors des contacts. C'est le discours classique du pédophile. Là, il n'y a pas de choses extraordinaires. Ainsi, comme la plupart des auteurs de violences sexuelles sur enfants, le patient est convaincu d'une réciprocité dans les échanges entre lui et les victimes, la victime, réciprocité qui n'est qu'en fait une pseudo-réciprocité. Les désirs attribués à la victime ne sont souvent pas autre chose que les propres désirs du patient, projetés après avoir nié toute différence des sexes, des générations entre lui et la victime. Le patient se sent compris, reconnu dans sa relation à la victime. Ils parlent le même langage, ils ont les mêmes centres d'intérêt, la même maturité psycho-affective et psychosexuelle. Bref, plus grand chose ne les différencie, la relation devient une relation horizontale. Je cite Evelyne Kestenberg, en 1978, elle dit « L'objet investi dans un mouvement fétichique n'est pas le miroir du sujet en ce sens qu'il ne s'y regarde pas, mais il est plutôt une duplication externe du sujet au travers de laquelle il vérifie son existence et son idéalité. Par là même, il est porteur de la mégalomanie du sujet et acquiert un caractère impérissable. » Et ça nous amène à la partie suivante, que j'ai intitulée « La recherche d'idéal ». La sphère narcissique est au premier plan chez ce patient, comme chez les auteurs de violences sexuelles d'une manière générale. Le rapport entretenu par Simon avec ces différents objets prend la forme d'une idéalisation majeure. Simon imagine et fantasme la femme de ses rêves. Il pense ne pas pouvoir tomber amoureux d'une femme qui ne présenterait pas les caractéristiques suivantes. Elle doit être jeune, il faut qu'elle ait moins de 25 ans. À l'époque, quand je le rencontre, il a un tout petit peu moins de 40 ans. Donc elle doit être jeune, moins de 25 ans. Elle doit être de petite taille, une tête de moins, dit-il. Je vous dis que lui-même étant petit, lui-même doit faire à peu près 1m65, peut-être même un petit peu moins. Donc elle doit être de petite taille, une tête de moins que lui, de sorte que sa tête, la tête de l'être aimé, puisse se loger sous le menton de Simon, qui pourrait ainsi l'envelopper d'un geste maternel et protecteur. Elle doit être de corpulence menue, pubère, mais à peine développée, une sorte de femme-enfant. Dans tous les cas, elle doit être plus petite et plus menue que lui, car sinon il se sentirait comme un petit garçon, c'est lui qui le dit, un petit garçon, face à une femme adulte imposante et probablement menaçante. Enfin, cette femme idéale, avec qui il devrait partager les mêmes centres d'intérêt, elle devrait avoir les mêmes goûts que lui,
une femme qui pourrait le compléter autant qu'il pourrait la compléter. Mais les fillettes doivent également répondre au fantasme idéalisé de Simon. S'il est conscient de l'inaptitude des fillettes compte tenu de leur âge à des relations sexuelles plus abouties, il imagine les préparer, en quelque sorte les programmer, pour qu'à l'adolescence, elles soient en mesure d'accepter ces contacts sexuels plus aboutis. Convaincu par exemple que l'une de ses victimes ne pourrait pas prendre de plaisir à la pénétration, il se dit prêt à attendre quelques années. Alors quelques années, il dit 10-12 ans. Ça me semble être une bonne année, 10-12 ans. Il se dit prêt à attendre quelques années, donc 10-12 ans, pour réaliser ce fantasme avec elle. Il se projette donc sur une transformation de l'objet, afin de créer un objet idéal, dispensateur d'une jouissance probablement idéale elle aussi. Donc la question du désir de l'autre, est court-circuitée au profit de la recherche du seul plaisir, le sien et celui qu'il pense offrir à sa victime. On est proche ici du fantasme de Pygmalion, proposé par une psychanalyste, s'appelle Demi Jolin, en 2008, je vous cite, pour qui le sujet est dans l'impossibilité de tomber amoureux d'autre chose que d'un objet partiel, préformé, qui va éviter toute rencontre avec l'altérité de l'autre et avec ce qu'elle comporte de troubles possiblement désorganisateurs pour le sujet. L'idéal de jouissance avec l'objet idéal est donc mis en attente, il n'est pas question d'y renoncer. Voici également ce que dit Simon de sa relation à sa mère. Il parle pas mal de sa mère, il ne parle jamais du père, il parle beaucoup de la mère. Il se rappelle avec nostalgie qu'il était bien dans la jupe de sa mère, je le cite, et se souvient de moments privilégiés où, blotti contre elle, elle lui caressait les cheveux, c'est lui qui le dit, elle lui caressait les cheveux qui étaient coupés et peignés par sa mère et par sa mère seule. Lui-même accorde une grande importance aux cheveux, n'imaginant pas une femme qui n'aurait pas de cheveux longs. Il peigne d'ailleurs sa poupée pendant 1 heure, c'est ce qu'il me dit, pendant 1 heure parfois, se dit sensible à la sensation procurée par le contact des cheveux des fillettes sur son visage. L'ensemble ouvre le questionnement d'un fétichisme des cheveux, le fétiche, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvant être aussi un aspect ou une partie du corps de l'objet, voire du corps propre du sujet lui-même. On voit ici comment les caractéristiques de l'objet idéal ou de la relation idéale sur le modèle de l'unité mère-enfant, d'une complétude idéale, sont convoquées, et ce sur un plan sensoriel érotisé. En cellule, il repense souvent à ses moments privilégiés avec sa mère, à sa jalousie vis-à-vis de ses frères et sœurs. Il relate une scène où il est blotti sur le canapé du salon avec sa mère, il est dans ses bras, et il se sent comme dans une bulle, il explique ça, il dit « j'étais dans une bulle avec ma mère, on était tous les deux sur le canapé ». Et pourtant, dans le salon, il y a les frères et sœurs qui sont présents, et il me dit « je sais bien qu'ils étaient présents dans le salon avec nous, mais c'est comme si psychiquement je les avais annulés, j'avais annulé leur présence pour rester dans cette bulle dans laquelle j'avais l'impression d'être avec ma mère ». Denise Boucher-Kervala, pour Denise Boucher-Kervala, le sujet pédophile est dans, je la cite, une quête d'excitation sensorielle érotisée, appuyée sur les traces des échanges érotiques et narcissiques trop tôt perdus avec la mère. Tout se passe comme si les relations avec l'enfant devaient démontrer, par identification alternative, une pseudo-réciprocité d'échange idéalement satisfaisant sur tous les plans avec la mère primaire, pour mieux dénier l'inquiétante imago maternelle, persécutrice ou rejetante, qui se profile à l'arrière-plan. Celle-ci est massivement projetée sur le monde des adultes, globalement ressentie comme porteur de danger, de blessures narcissiques. Vallier, en 1996, considère que pour le pédophile, l'enfant est un soi-même idéalisé dans le regard de la mère. Le pédophile retrouvant, je cite, sensuellement l'unité qu'il refuse de perdre. On a vu précédemment le rapport entretenu au monde des adultes, chez Simon, en particulier aux femmes, perçues comme dangereuses, car potentiellement blessantes. Elles ont le pouvoir de refuser, de répondre aux désirs de Simon, et elles sont castratrices, pour prendre un terme psychanalytique. Je vous rappelle, Simon se sent un petit garçon, dénué d'attributs phalliques face à elle. Et je rappelle que pour lui, la peur du refus coupe les envies, sous-entendu les envies sexuelles. Dans tous les cas, c'est le risque de blessure narcissique, incluant l'angoisse de castration, qui est au premier plan. On va maintenant faire un détour, je vous propose un détour un petit peu plus théorique, sur les liens entre fétichisme et objet transitionnel, pour revenir à nos histoires de poupées. Alors la poupée,
semble correspondre à la définition du fétiche, hein, comme je vais essayer de vous l'exposer là un petit peu avant. Une des définitions dans la CIM 10 du fétichisme définit le fétichisme comme l'utilisation d'objets inanimés comme stimulus pour l'excitation et la satisfaction sexuelle. Phyllis Greenock, une psychanalyste, considère même que le corps propre du sujet, aux prises avec des masturbations compulsives, tient lieu de fétiche. On parle également de relations fétichiques à l'objet, ça c'est Kestenberg qui parle de ça, ou encore de fétichisation de l'autre victime, hein, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Dans l'acception classique freudienne, 1927, texte de Freud, le fétiche est un substitut du pénis manquant chez la mère, dont la perception de l'absence là où le sujet pensait trouver de la présence a entraîné une réaction traumatique. Le sujet donc dénie l'absence et remplace le pénis absent de la mère par la construction de l'objet fétiche, permettant ainsi de lutter contre l'angoisse de castration qui le menace, perdre lui aussi et à son tour cet attribut qu'il pensait caractériser sa mère. Pour Gérard Bonnet, quand on dit que le fétiche est le substitut du sexe maternel, auquel le fétichiste continue de croire, c'est du sexe de la mère qu'il s'agit selon Freud, mais d'abord du sexe comme objet idéal. C'est à ce sexe idéalisé d'origine que le fétichiste ne peut renoncer et dont le fétiche est le substitut. Au passage, de nombreux auteurs considèrent qu'il n'y a de fétichisme que chez l'homme, du fait de la prégnance de l'angoisse de castration chez ce dernier par rapport à la femme. L'équivalent féminin, selon certains auteurs, serait les conduites de kleptomanie qu'on voit plutôt chez les femmes. Alors le fétiche peut parfois être sale et malodorant, souillé dans sa manipulation, collectionné, et il renvoie à l'objet fécal dans le sens où il constitue une partie détachable du corps, autre que le pénis pour le garçon, et représentant au niveau anal la castration. À remarquer que les cheveux, autre partie du corps détachable, car pouvant être coupés, constituent des fixations fétichiques possibles, comme cela pourrait être le cas chez Simon. Le fétiche peut être considéré comme un substitut non pas seulement du pénis manquant de la mère, mais de la mère totale, renvoyant ainsi non pas à la seule angoisse de castration, mais à d'autres angoisses plus archaïques, telles que l'angoisse d'abandon, de perte d'objets et d'effondrement narcissique consécutif. Ainsi, pour Edwin Kestenberg, le fétiche est porteur de libido objectale, le sujet aime son fétiche et s'y attache, il y a un véritable attachement, et il est porteur, ce fétiche, de continuité narcissique. La présence du fétiche le protège du malheur et de la mort, dit-elle. En tant qu'objet concret et externe, il pallie le défaut d'objet interne. Abordons maintenant les liens entre l'objet fétiche, entre le fétiche et l'objet transitionnel. Intéressant de se questionner sur les deux. Alors, tout le monde connaît un peu l'objet transitionnel, les doudous, les chiffons, les couvertures, qu'on les tout petits, tout le monde connaît ça. On le sait depuis la description qu'on a fait au Winnicott, 1951. Donc ces objets, qu'on les tout petits, constituent des objets à forte composante symbolique, ayant une fonction dans le développement psycho-affectif de l'enfant. Classiquement, on considère que ce doudou est le premier objet créé par l'enfant. Winnicott dit que c'est une première possession moi-non-moi. Il est extérieur à l'enfant et à la mère, mais il rassemble les attributs à la fois de la mère et de l'enfant, de leur relation. Et il a enfin une fonction de passeur, qui facilite la séparation avec la mère. L'enfant passe du corps propre, par exemple sucer ses doigts dans un mouvement auto-érotique, au jouet en tant qu'objet externe qui revêt un caractère symbolique par projection de l'imaginaire de l'enfant et d'investissement libidinal. Alors les auteurs citent que l'enfant se met à avoir un jouet fétiche en quelque sorte. Il va être attiré par un jouet, il va toujours emmener son jouet avec lui. C'est plus le doudou, mais c'est un jouet, ça peut être une figurine, une poupée pour la fille, un ours en peluche, etc. Pour Myriam Boubli, il est probable que l'objet transitionnel favorise un travail de figuration. Sensations, affects, débuts de représentation se tissent, s'organisent, permettant de retrouver des modalités maternelles d'apaisement que l'enfant intègre. L'objet transitionnel représente le corps et le sein maternel, mais plus largement l'environnement maternel total. Il permet, selon Winnicott, de lutter contre certaines angoisses, notamment l'angoisse de séparation. On sait que le doudou est nécessaire pour le coucher, ceux qui ont des enfants, vous savez que le soir, il faut que l'enfant ait son doudou avec lui au moment de se coucher, sinon il va avoir du mal à s'endormir.
Donc on sait que ce doudou est très important au moment du coucher, ou dans les moments de solitude, hein, quand l'enfant est tout seul, loin des parents, eh bien, on sait qu'avec son doudou, il va supporter beaucoup plus facilement la solitude. Tous les parents de cette salle l'ont bien expérimenté. Moi-même, je l'ai expérimenté. Et donc, je disais, il permet à Winnicott de lutter contre certaines angoisses. Donc l'angoisse de séparation, je viens d'en parler, et donc l'angoisse dépressive. L'angoisse de perte, l'angoisse dépressive. Objets transitionnels et fétiches partagent le fait qu'ils sont tous les deux des créations uniques et originales, et que le sujet en est son seul utilisateur, car elles n'ont d'intérêt que pour lui. Évidemment, hein, le doudou, c'est le doudou de votre enfant, ça ne sera pas le doudou d'un autre enfant. Il n'aura aucun intérêt pour un autre enfant, et c'est évidemment la même chose pour le fétiche. L'objet transitionnel perd en général son utilité à la période de latence, 4-5 ans, laissant place parfois à un jouet favori, un compagnon de jeu, telle une poupée, nous dit Phyllis Grenac. L'objet transitionnel sert donc à la maturation de l'enfant, jusqu'à ce que la séparation d'avec la mère et l'individuation soient accomplies, facilitant le passage et l'investissement d'objets extérieurs pour l'enfant. Un enfant moins angoissé à la séparation d'avec son parent peut investir d'autres personnes. Il va accéder à la socialisation, il va accéder à l'environnement externe, à la famille, etc. Pour Phyllis Grenac, le fétiche, contrairement à l'objet transitionnel, prend sa source dans une relation troublée à la mère, l'individuation étant retardée et incomplètement achevée, dit-elle. Cet auteur, tout comme Winnicott, considère que le fétiche peut constituer une sorte de prolongement pathologique de l'objet transitionnel, à un âge où ce dernier perd habituellement de son importance. Pour René Roussillon, si le point commun entre l'objet transitionnel et le fétiche est bien la nécessité de passer par une présence perceptive dans le réel, par une représentation matérielle de l'objet, ce qui les différencie en revanche est que l'objet transitionnel est transitoire, voué à se dissoudre, alors que le fétiche, je cite, s'installe, se fixe et perdure. Grenac, toujours Grenac, Phyllis Grenac, suggère de son côté, je cite, l'emploi alterné ou simultané de l'un et de l'autre de ces deux objets. Alors, je vous propose maintenant de lier enfant et poupée, c'est ça, enfant-poupée, deux points, contre quelles angoisses lutter. On a vu chez Simon une incapacité majeure à se confronter au monde des adultes. Mais au-delà, à l'altérité d'un autre perçu comme menaçant ou potentiellement rejetant, le sommet de sa peur, nous dit-il. L'enfant comme la poupée constituent donc des objets qui ne représentent aucun danger dans la mesure où ils s'en assurent la création et le contrôle total. Rappelons que dans son fantasme, il envisage de programmer les enfants pour les amener ultérieurement à des relations sexuelles complètes, sommet de sa jouissance imaginée. Il envisage ainsi de modeler les victimes dans un fantasme créateur de l'objet idéal, destiné à répondre idéalement à son désir. Il est dans une position active vis-à-vis des victimes, à qui il préfère donner des câlins, des caresses, offrir en quelque sorte des stimulations sexuelles porteuses de plaisir, le pense-t-il, que les recevoir de ses enfants. Il se comporte de la même façon avec ses poupées, il passe des heures à cajoler, à caresser, jusqu'à la satisfaction purement sexuelle. Dans les deux cas, on retrouve la recherche de sensations, d'excitation sensorielle du côté de la douceur, du contact, en particulier de la peau. À noter, chez la plupart, voire peut-être tous les pédophiles, une préoccupation ciblée sur cette douceur de peau, là aussi peut-être une autre fixation fétichique. On retrouve chez Simon la fixation fétichique sur les cheveux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est sensible au contact des cheveux défilés sur son visage, il peigne pendant une heure sa poupée, rejoignant là les souvenirs des moments privilégiés avec sa mère, qui seule était en droit de lui couper des cheveux et qui lui peignait avec amour. L'enfant, comme la poupée, lui permettent d'assurer et de se rassurer sur sa capacité de jouissance, mise à mal dès qu'il se confronte à une femme. Simon utilise ses poupées quand l'envie est trop forte, pour assouvir mes pulsions, pour pouvoir passer mes envies, dit-il. Il doute en effet de ses capacités viriles, fait état d'érection et d'orgasme difficile avec les quelques femmes qu'il prétend avoir fréquentées, et s'imagine devenir la risée des femmes qui seraient témoins de son impuissance. Il serait alors envoyé à la honte, à l'humiliation du petit garçon, dépourvu de puissance virile et de capacité de jouir et de faire jouir l'autre. Ainsi, pas de refus, donc pas de rejet, pas de solitude, pas de dépression consécutive et pas d'humiliation, et évidemment pas de manque.
Le fantasme d'une femme-enfant, également totalement créé dans le but de répondre idéalement à ses enfants, combinaison possible entre la femme et l'enfant, ou néo-objet n'étant ni femme ni enfant, ayant les attributs de l'une et de l'autre, rassurante car soumis à son désir, lui évitant ainsi toute confrontation à une altérité trop dangereuse. La fétichisation permet de figer la relation d'objet, évitant toute confrontation au désir de l'autre, et donc au pouvoir de l'autre sur soi. Simon, lors de nos rencontres, m'a toujours donné l'impression d'être dans un autre monde, peuplé de personnages imaginaires, autant que de fantasmes de création d'un monde qui défierait toutes les lois de la physique. Je vous rappelle ces projets de création de machines. Une sorte de démiurge à l'origine d'un monde dans lequel il pourrait évoluer sans danger, dont il serait l'unique créateur et l'unique bénéficiaire, ne laissant aucune place à un autre dans cet univers. Au tout début, quand je l'ai rencontré, les premières fois, les premiers entretiens, je pensais qu'il était psychotique. J'avais vraiment cette impression. Il était un peu étrange, il était un peu décalé, il avait ces drôles de préoccupations. Je me suis dit, c'est pas possible, il est forcément psychotique. Et très vite, je lui ai fait passer des tests. J'ai fait un bilan complet, projectif, Rorschach, TAT, test d'intelligence. J'aurais pas le temps d'en parler, j'ai amené le bilan, mais j'aurais pas le temps d'en parler. Et donc, je lui ai fait passer des tests, et je suis surpris parce qu'il n'y a pas d'éléments franchement psychotiques qui ressortent du bilan. On ne peut pas vraiment dire que c'est un bilan de psychotique. Alors, reste la question du fétiche comme équivalent délirant. Car entrant dans le réel, le fétiche, on rappelle, c'est un objet qui est pris dans le réel, c'est un objet concret, manipulable. Donc c'est un objet qui entre dans le réel. Alors on peut se dire, est-ce que cet objet, comme une sorte d'équivalent délirant, il éviterait la plongée dans la psychose? Certains auteurs suggèrent ça, suggèrent la fonction du fétiche. Certains auteurs pour qui la perversion serait une défense contre la psychose, le fétiche étant une sorte de mini-délire localisé en quelque sorte. Enfant, Simon fuit ses camarades qui le persécutent, du fait d'une probable bizarrerie et immaturité dans son comportement, tout comme il ne trouve place dans sa relation à ses sœurs, dont sa sœur jumelle. Étant soumis et dominé par cette sœur jumelle, ils auraient été séparés de place sur conseil médical, c'est ce qu'on m'explique, c'est ce qu'il me raconte. Il dit ne pas avoir de souvenirs avant 8 ans. Et selon sa mère, qui l'interroge par écrit à notre demande, n'aurait pas parlé avant 8 ans. C'est la date à laquelle il aurait changé d'école suite aux problèmes rencontrés avec l'enseignant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il fait quand même état d'agression sexuelle, subie vers cet âge, difficile à dater, par son frère aîné, ou par l'institutrice, cette institutrice qu'il persécutait. Il finit par douter de ses souvenirs, il se demande s'il n'y a pas qu'un seul agresseur, il a du mal à en affirmer l'identité. Aucun de ces éléments d'agression sexuelle n'a été parlé en famille à l'époque. Plus tard, vers 15 ans, il fait état d'attouchement sexuel de la part d'un homme, un adulte formateur. On note un refuge précoce dans le monde imaginaire peuplé de poupées, renvoyant également au féminin, puisque, mis à part le frère dont il ne parle pas, il est entouré de ses 2 sœurs et de la mère. Le père est particulièrement absent de son discours et ne constitue pas manifestement de support masculin identificatoire pour Simon. A noter que sa première poupée avait également une identité féminine, qui était référencée à un personnage de dessin animé. Mais si les poupées, comme les fillettes, contribuent à rassurer Simon sur sa capacité de jouissance, bref, alimentent un narcissisme phallique défaillant, une autre fonction leur est dévolue. Elles assurent en effet une autre fonction tout aussi essentielle pour Simon, celle de l'apaisement lors des moments de solitude, de vide, d'angoisse dépressive probable. On se rappelle le besoin de prendre en cellule la poupée contre lui. Je rappelle qu'il les aime collantes. S'endormir à ses côtés, ressentir son contact contre lui. Simon avouant, non sans honte, toujours sucer son pouce le soir au coucher. Je vous rappelle qu'il a près de 40 ans. On se rappelle aussi la projection sur la poupée de son monde interne, de son monde familial interne. Il y a le père, la mère, le frère, les sœurs, avec qui il instaure un dialogue rassurant, luttant ainsi contre le vide ou encore contre le défaut d'accès à des objets internes fiables et rassurants. Le sujet étant dans l'obligation de rechercher dans le réel un objet concret, externe, palliatif de l'objet interne défaillant. On pourrait aussi faire l'hypothèse que Simon s'érige en père ou mère, ou les deux combinés, de famille. Les nombreuses poupées qui peuplent son logement, autant que son univers interne, en seraient ses enfants créés par lui et à jamais disponibles. Dans la réalité, il n'a jamais eu aucun parloir. Il a fait sa détention tout seul, il est exactement très isolé, il a quelques contacts avec sa mère par écrit, c'est tout. Il fréquente très peu les autres détenus dont il a peur. Il est très très seul, il est effectivement très seul pour affronter sa détention, et il se raccroche désespérément
à cette poupée et à ses thérapeutes, c'est-à-dire moi-même et la collègue psychiatre, comme à une bouée de sauvetage. La poupée peut ainsi, par pure projection, lui prodiguer des conseils, et aussi lui renvoyer l'interdit quand il est en proie aux pulsions pédophiles, ou encore le calmer face à la colère ou aux frustrations. La poupée a donc ici une fonction nettement calmante. Au total, pour résumer un petit peu le propos sur ces poupées, la poupée semble combiner les caractéristiques alternativement. Premièrement, du fétiche dans sa fonction excitatrice, support de jouissance sexuelle et palliative de l'angoisse de castration. Et deuxièmement, de l'objet transitionnel dans sa fonction symbolique, assurant une certaine continuité narcissique et permettant de lutter contre des angoisses de vide dépressif, de séparation, ou encore dans une fonction pré-surmoïque, interdictrice, face à l'envahissement pulsionnel, donc une fonction autocalmante. Alors une dernière question se pose, celle du passage d'un objet à un autre. Questionnement par ailleurs amené par le patient lui-même, et questionnement intéressant d'un point de vue criminologique. Du point de vue de Simon, les poupées sont perçues comme devant favoriser un passage entre l'enfant qu'il s'est interdit et la femme adulte qu'il s'est autorisée mais qu'il redoute. Il pense que les poupées lui permettent en quelque sorte de dériver, de détourner ses pulsions pédophiles de l'enfant vers la femme adulte. C'est donc de son point de vue un bouclier, je l'ai dit tout à l'heure. Il envisage ça comme un bouclier, une protection, une sécurité à 50%, comme il le dit, contre le passage de l'acte pédophile. Alors il va s'en expliquer de cette façon-là, dans la lettre qu'il écrit à la juge d'application des peines, après la découverte de sa poupée en cellule. Et c'est donc en partie pour cette raison qu'il veut à tout prix reprendre une poupée dès sa sortie, comme pour se protéger lui-même de ses pulsions, s'en assurer un meilleur contrôle. C'est donc, je vous l'ai dit, c'est ce qu'il va faire effectivement dans la réalité. Dès qu'il sort, il va effectivement racheter des poupées, ça c'est ma collègue qui me le raconte. Alors les poupées sont-elles, comme le dit Simon, une défense contre l'acte pédophile, ou au contraire, une alimentation des fantasmes pédophiles en attente d'un possible accomplissement dans le réel, bref, d'une récidive. Chacun s'en fera une idée. On a vu aussi comment Simon envisageait de transformer l'objet enfant immature sexuellement en un objet adolescent mature sexuellement, devant lui-même se rapprocher de l'objet femme-enfant tel qu'il est idéalement fantasmé. Alors une question se pose, l'ensemble de ces objets, est-ce que ce ne sont pas finalement autant de variations d'un même objet? Et si finalement tous ces objets à la fois humains et non humains, les fillettes, les femmes, les poupées, est-ce que tout ça c'est différencié ou pas? C'est une question qu'on peut se poser. Alors Simon, comme tout pédophile, chosifie l'enfant, mais il réussit tout en temps à rendre vivant une chose. Les poupées, il rend vivant les poupées. Dans une sorte de mouvement de va-et-vient entre l'animé et l'inanimé, entre le vivant et le mort. Cette poupée est extrêmement morbide. Moi, quand j'ai montré cette poupée, les gens me faisaient peur, ils disaient mais c'est très morbide finalement, ça renvoie plus à la mort qu'à autre chose. Donc je disais, une sorte de mouvement de va-et-vient entre l'animé et l'inanimé, entre le vivant et le mort, annulant les frontières entre les deux, une sorte d'ultime défi du pervers. Alors j'ai essayé de montrer en quoi aucune des relations entretenues avec ces objets ne relevait d'une quelconque forme d'altérité, bien au contraire. Et c'est là que je vais conclure mon propos. Donc, je vais essayer de vous montrer que Simon relève, de mon point de vue, d'une véritable perversion multiforme, complexe. Il organise et contrôle au travers des différents objets qu'il s'est créé un monde dans lequel il vit ses fantasmes, autant qu'il combat des angoisses archaïques majeures. Les pratiques sexuelles de Simon relèvent d'une sexualité idéale, essentiellement auto-érotique, auto-centrée, dans un monde solitaire, ayant une visée protectrice face aux angoisses archaïques, et quand même un fonctionnement dont la proximité avec la psychose resterait à discuter. Je vous remercie.